Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. L'actualité, le ministre de l'Intérieur qui fait évacuer les squatteurs qui campent sur les terrains sur lesquels on doit construire l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande. Est-ce que vous comprenez cette intervention ? Des gendarmes ou pas? Oui, bah, il faut appliquer la loi. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oui. Ce qui est drôle, c'est que c'est le gouvernement de M. Ayrault contre ses amis politiques verts qui sont dans le propre gouvernement. C'est la majorité contre la majorité. Ils manifestent contre eux-mêmes. Vous me direz, ça veut dire qu'ils doivent quitter ce gouvernement. À l'UMP hier, il y avait des militants de l'UMP qui manifestaient aussi contre l'UMP. Donc semble-t-il, ça a l'air d'être à la mode, ça. Oui, les ministres verts peuvent-ils rester encore au gouvernement ? Ah, ils sont à vos yeux. Écoutez, ils sont dans une situation extrêmement difficile. S'ils y restent à un moment donné, c'est que ils y restent pour des raisons d'égo personnel. Ils veulent être au gouvernement pour pouvoir mettre ministre sur leur carte de visite. Parce que, compte tenu de la multiplication des divergences qui existent entre les Verts et les socialistes, personne ne comprend qu'ils restent dans ce gouvernement. Bon. Bien, vous regardez tous ces événements politiques avec le sourire, Marine Le Pen. Parlons de l'UMP. J'ai entendu François Fillon ce matin qui nous dit un parti politique, ce n'est pas une mafia. Ça veut dire quoi, à vos yeux? Ça veut dire qu'il pense que le parti politique, en l'occurrence l'UMP, était gouverné par des mafieux? Bah oui, c'est la haine décomplexée. Oui. Voilà, c'est la haine décomplexée qui s'exprime dans ce mouvement politique qui démontre clairement une chose aux yeux des Français, c'est qu'il n'y avait pas en réalité de fracture politique entre M. Fillon et M. Copé. Fracture morale ? Il y a une haine incroyable entre ces deux équipes. Il n'y a pas de fracture politique, pourquoi? Parce que vous n'allez pas me dire qu'il y a une fracture politique quand M. Ciotti est le directeur de campagne de M. Fillon. M. Ciotti, avec M. Estrosi, c'est la droite populaire. Ils n'ont eu de cesse pendant la campagne présidentielle de parler d'immigration, de fermeté, d'insécurité, d'islamisation, etc. Et il devrait normalement se retrouver, si on en croit cette pseudo-fracture politique, aux côtés de M. Copé. Il se retrouve aux côtés de M. Fillon. La réalité, c'est que l'UMP est le syndicat de défense des intérêts électoraux de ceux qui y participent. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle elle est aujourd'hui en train de voler en éclats, parce que les ambitions sont en train de s'entrechoquer, les égos et les haines ressortent avec une violence et une vulgarité, permettez-moi, qui est ahurissante. Enfin, moi, j'ai vu depuis 2 jours le bal des hypocrites sur les plateaux de télévision. Types qui arrivent tous en disant, avec l'œil mouillé, oui, nous pensons à la souffrance des adhérents, la moralisation de la vie publique, et 2 secondes après, pourri, voleur, tricheur! Mais dans des termes qui n'ont jamais été utilisés au sein d'aucun parti politique entre des gens du même camp. C'est ahurissant. On apprend que personne n'a confiance en personne, en aucune structure. Monsieur Fillon vient de dire, je n'ai confiance en aucune structure de l'UMP, au point que ses amis prenaient des photos des procès-verbaux pendant la réunion de leur commission de contrôle. Non mais écoutez, comment voulez-vous que ces gens-là continuent à travailler ensemble? Voilà. Donc je crois que cette fracture est durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disparition, vous prédisez la disparition de l'UMP? Ah oui, je crois que l'UMP est finie, d'ores et déjà. Elle pourra peut-être continuer pendant quelques semaines ou quelques mois. Elle a un arbitre maintenant, Alain Juppé. Mais c'est terminé. Le président, quel qu'il soit dans ces conditions-là, est de toute façon durablement illégitime. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de refaire l'élection. S'ils ont besoin de conseils, comment est-ce qu'on organise une élection interne, ils peuvent venir nous voir, c'est assez facile et assez rapide et ça évite ce type de cinéma. Bon. Maintenant, vous n'avez aucune compassion, vous n'avez aucune espèce d'indulgence. Non mais écoutez, pourquoi pourquoi? Parce que pendant des années... Parce que vous dites, c'est bon pour moi. Non, monsieur Bourdin, pas du tout. Les adhérents, les militants vont venir, certains vont venir nous rejoindre. Non mais monsieur Bourdin, oui. Il y a une seule chose dont je me félicite aujourd'hui, c'est que la violence qui a été exprimée pendant des années de la part de l'UMP contre le Front National, ils se la réservent entre eux aujourd'hui. Parce que c'est ça la réalité. Ces gens nous ont pendant des années donné des cours, des leçons de morale, avec toute la morgue et le caractère hautain qu'ils peuvent développer, en nous expliquant que nous n'étions pas crédibles, que nous devions prendre des cours de républicanisme et de démocratie. Bon, eh bien, la vérité apparaît dans toute sa cruauté depuis 3 jours. Et moi, je dis l'UMP va disparaître
est-ce si grave que cela? C'est ça la question que je pose. Parce que à quoi sert l'UMP? Elle ne sert plus à rien, puisque tout ce qu'elle propose, le PS est en train de le mettre en œuvre. Le traité européen, son candidat a obtenu la TVA 49%, près de 49% des voix à la dernière élection présidentielle. Parce que c'était un deuxième tour. La TVA antisociale est mise en œuvre, le traité européen est mis en œuvre, toutes les exigences, la feuille de route de l'Union européenne auxquelles se soumet l'UMP et qu'elle partage est mis en œuvre. Par conséquent, sur l'immigration, M. Valls s'est même allé jusqu'à dire « Ah ben moi je ferai exactement comme le gouvernement précédent ». Donc à quoi sert l'UMP? À rien. Ça n'est pas une opposition telle que l'attendent les Français. Il faut une opposition, et cette opposition doit être, je le crois aujourd'hui, dirigée... Vous vous réjouissez, et franchement, est-ce que vous vous réjouissez, Marine Le Pen, de ce qui se passe à l'UMP? Je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas. J'ai pas de raison de me réjouir. Je suis heureuse de voir que pour une fois les masques tombent, voilà, et que les Français peuvent juger réellement de ceux qui nous ont gouvernés depuis 10 ans, de leur amateurisme, de la défense qu'ils expriment d'intérêts particuliers. Car enfin, c'est ça le problème. Le problème, c'est que chacun dans ce mouvement politique qu'est l'UMP défend ses intérêts particuliers et qu'ils ont oublié, et depuis bien longtemps, la défense de l'intérêt général. Est-ce que des militants de l'UMP viennent au Front National depuis quelques jours? Oui, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Beaucoup. Oui, un certain nombre. C'est-à-dire, vous avez des chiffres déjà? Écoutez, on a par exemple depuis 3 jours doublé ou triplé à peu près le nombre de nos adhésions que l'on fait habituellement. Mais je crois qu'ils sont surtout pour l'instant dans un état... Chaque jour, ça fait quoi? Mais ça n'a pas d'importance. Ils viennent de l'UMP, ils sont pour l'instant, monsieur, dans un état de sidération. Voilà, de sidération devant ce qui se passe. Je pense que lorsque l'état de sidération sera passé, ils vont réfléchir et se dire contre le gouvernement socialiste, sur lequel il y a beaucoup à dire, mais ils ne peuvent pas le dire puisqu'ils sont occupés à se bagarrer. Bon, eh bien, il n'y a qu'une seule force capable de porter une voix et un véritable combat politique, c'est le Front National. Vos 2 députés, qu'ont-ils fait depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale? Mais ils n'ont pas arrêté. Et d'ailleurs, j'en appelle à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, allez sur les sites internet de Marion Maréchal Le Pen et de Gilbert Collard. Quelles propositions de loi ont-ils déposées, par exemple? Vous allez voir le nombre... Combien de propositions de loi déposées, par exemple? Ils sont non inscrits, monsieur Bourdin. Oui. Par conséquent, leur situation est plus difficile que les autres. Mais... Ils sont intervenus plus en quelques mois que ne sont intervenus des dizaines de députés qui sont là depuis 10 ans. Bon, mais... Puisque vous me posez la question, ça va me permettre de démontrer d'ailleurs l'imposture de M. Copé, entre autres. Ils ont proposé un amendement pour la suppression de l'aide médicale d'État. M. Copé a voté contre avec tout son groupe. Et puis quelques jours après, dans le cadre de sa campagne interne, M. Copé a dit qu'il était pour la suppression de l'aide médicale d'État. Voilà. Vous voyez qu'au-delà de ce qui est dit par ces hommes politiques... C'est du mensonge. C'est aussi... Ah ben, non mais clairement, c'est clairement malhonnête. C'est clairement, ça démontre ce que Nathalie Kosciusko-Morizet disait, et pour une fois, je suis d'accord avec elle, c'est pas souvent, c'est que la campagne de M. Copé est du marketing. Il n'y a pas derrière cela une conviction. À vos yeux? Écoutez, oui, c'est malhonnête, ça. Évidemment, c'est malhonnête à l'égard de ses adhérents, à qui il dit « je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État », alors que quelques jours avant, il a refusé de voter un amendement qui proposait la suppression de l'aide médicale d'État. L'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy, qui finalement sort avec un statut qui l'exonère. Non. Enfin, presque. Non. Témoin assisté, presque. Non. Non, écoutez... Le juge n'a pas réussi. Le juge n'a pas réussi à prouver ses soupçons, à apporter les preuves suffisantes pour le mettre en examen. Non, Marine Le Pen. Bon, vous êtes avocate, alors oui, justement. Alors, justement. Ça veut dire une chose, c'est que si le magistrat n'est pas absolument convaincu de son implication, il a des doutes très sérieux. Car le statut de témoin assisté, en réalité, c'est un moyen d'éviter l'annulation des auditions qui ont été effectuées au cas où on transforme ce statut en mise en examen ou au cas où il y a un renvoi devant le tribunal correctionnel. Et il dit donc, ce magistrat, il y a des doutes sérieux sur l'implication de Nicolas Sarkozy. Il a des doutes, mais rien de plus. Dans une affaire... Donc il ne peut pas le mettre en examen. Non,
disons que le statut de témoin assisté, qui est un peu ambigu, est en général réservé aux personnalités. Voilà, ça évite justement que la presse puisse dire « Ah, ben vous voyez, il est mis en examen ». Mais quand son avocat dit « Il est lavé de tout soupçon », non, s'il avait été lavé de tout soupçon par le juge, il serait ressorti comme il est entré. Voilà. Or, il n'est pas ressorti comme il est entré. Il est ancien président de la République, M. Bourdin. C'est quand même pas très glorieux. Vous avez des soupçons, vous? C'est quand même pas très glorieux. Franchement. Mais moi, encore une fois, je vous pose la question. Est-ce que vous avez des soupçons? Évidemment que tout le monde a des soupçons sur la manière dont a été financé... sur de l'argent liquide qu'aurait touché Nicolas Sarkozy ou ses proches on a appris, pour financer sa campagne électorale de 2007. Au fur et à mesure du temps que l'élection de 95 de M. Balladur est soupçonnée de graves irrégularités financières, que l'élection de 2007 est soupçonnée de graves irrégularités financières. Et quand on voit ce qui se passe à l'UMP aujourd'hui, quand on voit les accusations de triche, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-cuisine. Parce que, est-ce que c'est habituel, ce type de manœuvre? Moi, je savais que c'était assez habituel dans d'autres camps, et j'en suis la première victime. Vous savez que j'ai posé un recours contre des irrégularités commises à Hénin Beaumont lors de l'élection législative. C'est ça, la démocratie française? C'est de la triche à tous les niveaux, y compris au niveau d'une présidentielle? Eh bien, si ça peut contribuer à mettre en lumière les méthodes... Le juge doit aller jusqu'au bout. Le juge doit aller jusqu'au bout. C'est quand même la bonne des choses. Oui. D'autant que, bon, ce délit est particulièrement grave, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'abus de faiblesse est un délit particulièrement grave. Oui. Il aurait profité de la faiblesse, à vos yeux. C'est pas à mes yeux. Il est témoin assisté dans une affaire. Pour lui soustraire de l'argent liquide. Dans une affaire qui porte. Pour lui voler de l'argent liquide, quoi. Je vais jusqu'au bout. Non, mais c'est une affaire qui porte exactement sur cette accusation. C'est ce que vous pensez? Non, je vous dis, c'est une affaire qui porte exactement là-dessus. Mais vous le pensez? C'est ce sur quoi le juge est en train d'instruire. Vous le pensez? Mais ça n'a pas d'importance, ce que je pense. Bien, on va parler du Parti Socialiste, de François Hollande, du mariage pour tous. Le mariage pour tous, d'abord, la conscience du maire, la conscience d'un maire, est-ce qu'elle doit... Si la loi est votée, Marine Le Pen, est-ce que le maire doit pouvoir, à vos yeux, refuser de marier un couple homosexuel et de demander à ses adjoints aussi de refuser? Est-ce que il est possible, dans la loi c'est pas possible parce que le préfet peut intervenir là, hein, mais est-ce que le maire doit avoir la possibilité d'enclencher sa liberté de conscience? Oui, je le crois. Vous le croyez? Je crois, c'est une sorte d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'il refuserait d'accomplir certains actes qui vont à l'encontre d'impératifs religieux, moraux, éthiques. Ce qui est incroyable dans ce qui s'est passé. La loi n'est pas la loi. Non, mais la loi ne doit pas être respectée jusqu'au bout. Mais si, puisque le mariage aura lieu dans ces conditions-là, mais il ne sera pas célébré, on ne peut pas forcer un maire à célébrer un mariage. Bon, ce qui est incroyable... Mais si l'adjoint ne veut pas célébrer... Mais permettez-moi, il n'y a pas un adjoint en régional... Oui, mais dans des petites communes, vous savez comment ça se passe, Marine. Ce qui est incroyable dans ce qui s'est passé, et qui a été occulté d'ailleurs par l'épisode Far West de l'UMP. Bon. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France, et qui parle justement de la liberté de conscience, et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby, l'inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, qu'il reçoit, non mais permettez-moi, qu'il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin, écoutez, Monsieur Bourdin, où on est? Où on vit? Vous imaginez François Mitterrand obéir aux injonctions de l'inter-LGBT? Non mais on rêve! Et obéir à ses instructions et retirer un propos qu'il a tenu devant 36 000 maires de France parce que l'inter-LGBT est pas content avec ce qu'a dit le président de la République. Mais enfin, mais c'est incroyable ce qui se passe. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle si on en est là. Il n'y a plus aucun pouvoir. Enfin, il n'y a plus aucune stature de chef de l'État. Et ça, c'est passé inaperçu. À cause des opérations folkloriques de l'UMP. Et c'est pourtant extrêmement révélateur de ce qu'est devenu notre pays. Le président de la République n'est plus un président de la République lorsqu'il se comporte comme ça. Voilà. C'est éventuellement un chef de gouvernement. Non, mais c'est un chef de gouvernement technique. Voilà, comme il y en a en Grèce, comme il y en a en Italie. Il est là pour appliquer la feuille de route de l'Union européenne et à se soumettre à tous les lobbies, aussi petits soient-ils. C'est extrêmement grave.
Tiens, extrêmement grave ce pour la budget situation de la européen, France. ce budget européen Oui. qui est en discussion actuellement. D'ailleurs, le sommet n'aboutira pas probablement. Il y aura un nouveau sommet dans les semaines qui viennent. Participation. La France dépense combien déjà ça coûte combien à la France? 18 milliards d'euros par an, c'est ça? Non, 19 milliards. La Non, contribution de la France. Non, écoutez, la contribution est de 20 milliards. Oui. Et on nous rend à peu 13 près milliards. 13 milliards. Nous payons Ça donc... nous coûte 7 milliards. Ça nous coûte 7 milliards d'euros par an. On nous rend 13 milliards, dont 9 milliards et demi pour la PAC. Oui. Pour l'aide aux agriculteurs. Oui, même un peu plus que ça, oui. Ouais. Oui, il faut peut d'ailleurs pas supprimer, sanctuariser. d'ailleurs. Non, il faut sanctuariser la PAC tant qu'elle ne sera pas nationalisée. Le problème, Donc c'est là, qu'on vous nous soutenez demande... le président de la République On qui nous défend, qui s'arc-boute Oui, mais- sur la PAC oui, mais le à problème, si vous Bruxelles. voulez, c'est qu'on demande il demande une augmentation du budget encore, alors que l'on demande des sacrifices incroyables. Mais si, puisqu'il était de 865 milliards entre 2007 et 2013 et qu'ils veulent le monter à 1033 milliards. Bon, donc on augmente encore le budget. Monsieur Van Rompuy a proposé 980 milliards. Oui, bah ça fait dans quand la même, nuit. permettez-moi, ça fait C'est le 100 budget milliards. 2014-2020. 100 milliards de plus. Bon. Or, on demande au peuple des sacrifices qui sont incroyables. Il y a des économies à faire dans le budget. Il faut arrêter cette inflation du budget de l'Union européenne. On ne va pas payer encore plus. On n'en peut plus. Bon. Il y a 55 000 fonctionnaires européens, dont 1 sur 6, permettez-moi du peu, est tout de même payé plus de 100 000 euros par an. Il y a trop de fonctionnaires à Strasbourg. Mais Vous êtes largement députée trop. européenne. Il y en a trop? Mais bien sûr qu'il y en a où trop. ils sont? Mais ils sont partout. Ils sont partout. Écoutez, l'Union européenne arrive à ce paradoxe assez incroyable d'être en même temps technocrate et ultralibérale. C'est quand même très fort. Hein, bon, ultralibérale pour les autres, c'est-à-dire la loi de la jungle pour les autres, mais technocrate pour elle-même. Elle est fédérale, passoire, technocratique et ultralibérale. Et elle demande une inflation qu'elle va un jour résoudre par un problème qui va être très grave, qui va être l'impôt européen. Or, moi, je veux que les gens qui nous écoutent sachent que tant le PPE, c'est-à-dire la droite européenne auquel participe l'UMP, que le PSE, c'est-à-dire les socialistes, sont d'accord au fond pour la mise en œuvre d'un impôt européen, un impôt supplémentaire à tous les impôts que les Français payent déjà, à toutes les taxes que les Français payent déjà. Tout ça pour un fonctionnement dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ces résultats sont juste pitoyables. Marine Le Pen, à l'ONU, il y aura une discussion importante dans les jours qui viennent. La France pourrait s'abstenir. L'admission de la Palestine à l'ONU. Est-ce que la France doit dire oui ou non? Quelle est votre position? Moi, je pense que la France doit dire oui. Pour une raison simple, si vous voulez. C'est que... La France pourrait s'abstenir, oui, d'après les dernières informations. Oui, mais c'est regrettable parce que si la Palestine était reconnue dans toute sa plénitude, elle serait aussi reconnue dans toutes les responsabilités qui sont les siennes, et notamment dans la lutte contre le terrorisme. À partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, où il n'y a pas véritablement de statut, ils peuvent se retrancher aussi derrière cette absence de statut pour dire « Ah bah oui, mais nous, vous savez, hein, on n'a pas vraiment les moyens. » Bon. Or, s'ils étaient reconnus, ils rentreraient dans un certain nombre de réglementations internationales et on pourrait être plus exigeant à leur égard dans la lutte contre les actes terroristes. Dernière chose, le vote blanc qui est comptabilisé, pas pris en compte dans les suffrages exprimés. C'est une décision prise à l'unanimité par l'Assemblée nationale hier, Marine Le Pen. Bonne décision? Oui, je crois. Je crois que c'est une bonne décision et c'est d'autant plus vrai qu'à la dernière élection présidentielle, il y a eu plus de 2 millions de Français qui ont voté blanc au second tour. Ou nul. Et je pense qu'il est important de pouvoir qu'on ne distinguait pas le vote blanc du vote nul jusqu'à maintenant, on va le distinguer. Voilà, il faut être capable de mesurer le niveau de ceux qui disent bah, écoutez, moi je fais mon devoir de citoyen, je vais voter, mais je ne me reconnais pas ni dans l'un ni dans l'autre. Marine Le Pen, merci. Il est 8h55, vous êtes sur RMC, BFM TV.